20h30 à Conakry, même heure à Dinguiraï. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Au Palais Mohamed V, le président de la transition reçoit une délégation d'Arabie Saoudite. La rencontre a permis la signature d'un protocole d'accord entre Conakry et Riyad. Ouverture ce matin à Kigali de la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. La rencontre est consacrée à la problématique liée à l'inégalité des sexes. Et puis le tournoi doté du trophée colonel Mamadi Doumbouya prend fin à Conakry. Cette première édition a regroupé 12 équipes de la commune de Kaloum. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret. Décret D 2022-488, PRG, CNRD, SGG, portant nomination de recadre à la primature. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-27 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État. Vu l'ordonnance O 2021-1 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret des 2021-11 PRG CNRD SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement de la transition. Vu le décret des 2022-387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret des 2022-388 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant remaniement partiel du gouvernement. Vu le décret de 2022-474 PRG CNRD SGG du 7 octobre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de la primature. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Les recadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller chargé de la santé, de l'hygiène publique, du genre et de l'inclusion sociale, Dr Alphonse Vohou Sakovogui, précédemment conseiller chargé de la santé et de l'hygiène publique à la primature. Conseiller chargé des questions économiques, budgétaires et de la planification, M. Olomo Konikoroma, précédemment conseiller chargé des questions économiques, financières et du secteur privé du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Conseiller chargé de l'environnement, du développement durable et de l'assainissement, M. Fassoutea, précédemment conseiller chargé du développement durable et maritime à la primature. Conseiller chargé de la communication et des relations publiques, Monsieur Aboubakar Kamara, confirmé. Conseillère chargée de la réforme de l'administration publique et de la bonne gouvernance, Madame Aminata Berete, précédemment directrice générale MTN Mobile Money. Conseiller chargé de la jeunesse, du sport, de la culture et du tourisme, Monsieur Mohamed Kondé, confirmé. Conseillère chargée du secteur éducatif, de l'instruction civique et de la citoyenneté, Madame Yaye Mariama Diallo, précédemment directrice générale du Bureau de stratégie et de développement du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Conseiller chargé du secteur privé, du commerce, de l'industrie et du contenu local, Monsieur Kernon Ilyas Baldé, précédemment conseiller chargé du secteur privé, du commerce, de l'économie et de l'industrie à la primature. Conseiller chargé de la construction, des infrastructures et du transport, M. Blaise Tongassé Traoré, précédemment gestionnaire de projets travaux publics à Ottawa, Canada.
Conseiller chargé des mines, de l'énergie, des hydrocarbures et de l'hydraulique, M. Al-Hussein Kaba, précédemment inspecteur général des mines au ministère des Mines et de la Géologie. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 11 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Audience au palais Mohamed V, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya a selon du reçu en audience une délégation du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle a été conduite par le vice-ministre saoudien des Affaires islamiques. L'entretien a porté sur la signature d'un protocole d'accord entre Conakry et Riyad. Ansoumane Toumani Camara, compte rendu. La Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite sont deux pays qui ont un parcours fructueux de coopération dans plusieurs domaines depuis des décennies. En recevant ce lundi cette délégation saoudienne, le chef de l'État s'inscrit dans la poursuite de ce lien séculaire entre Conakry et Riyad. Cette délégation, conduite par le vice-ministre saoudien des Affaires islamiques, est venue signer le plan d'action d'un protocole de coopération qui date de 2005. Depuis 2005, il y a eu un protocole d'accord entre le ministère saoudien des Affaires islamiques et le ministère guinéen des Affaires islamiques d'antan, un protocole d'accord dans le domaine des activités religieuses dans notre pays. Mais un protocole d'accord qui n'avait pas eu d'effet, malgré qu'il y a souvent des interventions de la part de ce pays dans notre pays. Ce plan d'action nous permettra de mieux gérer les activités religieuses entre ces deux pays, mais aussi sur le plan institutionnel, c'est un cadre qui nous permet de nous orienter comme feuille de route sur ce que nous devons faire ensemble, ce que la partie saoudienne doit faire et ce que la partie guinéenne doit faire. Donc, tout cela a été rendu possible par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par votre politique d'ouverture. Cet accord de coopération, longtemps rangé dans les tiroirs, est désormais relancé et sa mise en œuvre va booster plusieurs segments des activités islamiques entre les deux pays. La signature de ce plan d'action est venue pour être un instrument juridique, un instrument institutionnel qui encadre la coopération qui existe déjà. Malgré la non-application, la non-mise en œuvre du protocole d'accord, nous avons toujours œuvré de concert avec nos amis guinéens pour travailler main dans la main. Mais la signature de ce plan d'action vient renforcer et institutionnaliser cette coopération entre nos deux pays. Et je peux vous rassurer que nous allons veiller et travailler efficacement pour que cette coopération dans le domaine des affaires religieuses soit au même niveau que l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. Le vice-ministre saoudien des Affaires islamiques a par ailleurs remercié le chef de l'État pour son appui au projet en exécution financé par son pays, dont le chantier de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry. Sur la base de votre appui et de votre soutien constant, le ministère des Affaires islamiques, de l'orientation et de l'appel du Royaume d'Arabie Saoudite, en collaboration avec le secrétariat général des affaires religieuses, nous avons pu exécuter plusieurs programmes sous votre magistère. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'organisation du concours, de la 40e édition du concours national de mémorisation et de récitation du Saint-Coran pendant le mois saint de Ramadan dernier, mais également l'envoi d'une forte délégation d'imams du ministère des Affaires islamiques saoudiens pour appuyer leurs collègues guinéens pendant le mois de Ramadan pour diriger les prières surrogatoires et faire des prêches. Mais également, sur votre instruction et votre appui, le projet de rénovation de la grande mosquée Faisal a connu une avancée très significative.
En marge de notre visite en Guinée, nous avons effectué une visite de suivi et d'appréciation des travaux de rénovation exécutés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Je peux vous rassurer, Excellence le Président, de la transition que nous avons été agréablement surpris de la qualité et du sérieux du travail exécuté. Un travail qui est exécuté aujourd'hui à hauteur de 90%. Ce travail a été réalisé grâce à vos efforts et à vos soutiens. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'inscrire ces bonnes œuvres en votre faveur. L'émissaire du gouvernement saoudien a aussi rassuré les autorités guinéennes du soutien total de son pays aux différents programmes et projets en faveur du peuple de Guinée. Excellence, Monsieur le Président, c'est le lieu et le moment pour nous de réitérer notre sincère remerciement et notre profonde gratitude, les remerciements et gratitude des hautes autorités saoudiennes à votre égard pour la position claire et constante de la République de Guinée par rapport aux questions concernant le Royaume d'Arabie Saoudite. Une position que vous avez toujours magnifiée, une position claire de soutien aux questions concernant le Royaume d'Arabie Saoudite dans plusieurs domaines. Nous avons constaté que ce peuple guinéen est un peuple paisible, un peuple qui veut de l'avenir, du développement, du progrès pour son pays. Donc un peuple qui mérite d'être accompagné, qui mérite d'être soutenu. Je voudrais vous rassurer que tout le monde vous accorde une importance et une considération et une appréciation positive pour les actes que vous posez pour le bonheur de la population guinéenne dans tous les domaines. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse guider vos pas et vous soutenir davantage pour aller de l'avant dans l'exécution de votre programme pour le bonheur de la population guinéenne. En réponse, le chef de l'État a encore réitéré la volonté des autorités de la transition à poursuivre l'élan de coopération bi- et multilatérale. Dans ces relations de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite, le colonel Mamadi Doumbouya a souligné sa satisfaction de voir ce protocole d'accord entrer dans sa matérialisation. Le président de la transition a remercié le gouvernement et le peuple saoudien pour leur soutien constant à la Guinée. La délégation saoudienne a par la suite offert des présents au chef de l'État, dont un exemplaire du noble Coran, édité spécialement pour le président de la transition. En séjour de travail en Guinée, la directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est reçue en audience par le Premier ministre. Les échanges ont porté essentiellement sur le recensement général de la population. Argentina Matavel est au micro de Ousmane Bankora. Son grand souci, c'est ça qu'on a discuté aujourd'hui, c'est le recensement général de la population et de l'habitation. Pourquoi le recensement est important pour le Premier ministre? C'est parce qu'il veut faire une meilleure planification pour le programme de développement, savoir où sont les personnes, combien de gens, dans quel coin de la Guinée. Et donc c'est le recensement général qui va donner ces données. Et on a parlé de ça, mais on a parlé aussi de tous les programmes de coopération du UNFPA et de la Guinée, qui se penche sur la santé maternelle. On veut qu'on ait zéro mortalité maternelle évitable. On veut que chaque femme qui veut espacer ses enfants pour pouvoir travailler, pour pouvoir bien s'occuper de ses enfants, pour se récupérer de sa santé, qu'elle puisse utiliser une méthode moderne de contraception. Un petit mot, c'est la planification familiale. Et aussi, on travaille pour zéro violence basée sur le genre. Je vous le disais, ouverture ce matin à Kigali de la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. La rencontre est consacrée à la problématique liée à l'inégalité des sexes. Une forte délégation du Conseil national de la transition dirigée par Dr Donsa Koroma y a pris part. Les détails dans ce compte-rendu de notre envoyé spécial, Abdoulaye Diallo. Centre économique et administratif du Rwanda, Kigali, la capitale, accueille des invités qui se sont donné rendez-vous pour discuter de certains problèmes qui touchent le monde. Au-delà des questions sanitaires et sécuritaires qui constituent une menace mondiale,
L'inégalité des sexes est une autre préoccupation majeure qui concentre l'attention de l'Union interparlementaire. Aujourd'hui, la réalité prouve que pour un monde résilient et pacifique, la couche féminine occupe le premier plan. Pour améliorer tous ces standards, les parlementaires ont un rôle déterminant à jouer, notamment dans l'élaboration, l'examen et l'adoption des textes et lois qui doivent garantir les questions du genre. Un parlement sensible au genre est une voie sûre pour le dialogue. Et ce dialogue-là est interprété aujourd'hui par les instances parlementaires internationales comme un atout pour consolider la démocratie dans les différents pays. Donc je pense que ça vaut la peine cette rencontre et nous continuons les débats à travers les groupes de travail et les ateliers. Cette rencontre parlementaire internationale offre également l'opportunité aux représentants des pays comme la Guinée et le Mali qui sont en transition de présenter les réformes engagées, mais aussi de nouer les contacts avec les institutions internationales. Pour moi, c'est fondamental. Nous voulons au maximum discuter avec d'autres parlementaires pour une meilleure compréhension de nos missions respectives. Les missions des parlementaires, c'est la représentation du peuple, mais pas aussi bien les peuples de son pays, mais aussi tous les peuples du monde. C'est un travail qui demande beaucoup de dialogue et beaucoup de solidarité. Mais nous voulons au maximum attirer l'attention de nos collègues parlementaires pour que les images, les messages qui circulent sur nos pays, pour les montrer les vraies images, les vrais détails, les vraies explications pour que nous soyons compris. L'Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements et la plus ancienne des institutions internationales à caractère intergouvernemental. Dans son discours d'ouverture, le président rwandais salue les efforts consentis par les parlementaires dans la promotion de l'intégration. Paul Kagame souhaite le renforcement de la synergie d'action avec les autres institutions. À Tunis, la Chambre du commerce, d'industrie et de l'artisanat signe une importante convention avec l'Association internationale pour la transformation agroalimentaire. La Guinée devient ainsi le premier pays de la sous-région ouest-africaine à intégrer cette plateforme relevant de l'Organisation de la coopération islamique. Mohamed Sehar Souma est notre envoyé spécial. À Tunis, la Chambre de commerce de Guinée rencontre l'Association internationale pour la transformation agroalimentaire. Il est question de sceller un partenariat entre les deux institutions. C'est effectif avec la signature d'adhésion de la Chambre de commerce à IFPA, une importante plateforme mondiale dans le domaine de la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Il est très content de retrouver son ami, qui est M. Baldé Mamadou, qui est le président de la Chambre de commerce. Vu les potentialités agricoles aujourd'hui que la Guinée possède, donc il se réjouit de cette signature de convention parce qu'il est très sûr qu'avec la Guinée, à travers sa Chambre de commerce, ils auront accès surtout à tous les autres pays de la sous-région ouest-africaine. Plus d'une centaine de personnes suivent par visioconférence la signature de ce partenariat entre IFPA et la Chambre de commerce. Une convention annonciatrice de belles opportunités pour les promoteurs agricoles guinéens. Derrière eux désormais, l'accompagnement de l'Organisation de la coopération islamique, forte de 4 institutions financières. À saisir donc. Il y a aussi des projets de financement, il y a des projets d'investissement, des investissements agricoles, des projets d'investissement pour la transformation de tous les produits agricoles. Il faut noter ce qui est plus important. Cette institution, elle est mise en place il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, la Guinée est très heureuse d'être parmi aussi les pays ouest-africains, le premier pays qui intègre cette structure par le biais de la Chambre de commerce de Guinée. 10 novembre prochain, l'Association internationale pour la transformation agroalimentaire va tenir à Dubaï sa première assemblée générale. IFPA attend vivement la délégation guinéenne à cette rencontre de haut niveau. Disons qu'une rumeur est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle fait mention d'un déploiement de forces françaises le long des frontières guinéo-maliennes. Le patron de la diplomatie guinéenne et l'ambassadeur de France en Guinée, en recevant les diplomates de l'Union européenne, ont balayé cette rumeur d'un revers de la main. Suivez. Depuis 2 ou 3 jours, ceux qui ont dit que la Guinée
voudraient mettre une base militaire française ici et qui ont échoué lamentablement après le démenti du ministre de la Défense, sont revenus par la fenêtre en disant que la France va déployer des militaires à la frontière entre le Mali et la Guinée. Je voudrais simplement dire que c'est ridicule, simplement ridicule. Les frontières entre le Mali et la Guinée, vous le savez, les Maliens sont là. Ce n'est même plus une frontière. Et la Guinée participe à la sécurisation du Mali, de ce pays frère, en envoyant des milliers de soldats depuis cette guerre de 2012 au Mali. Donc, c'est vraiment ridicule de penser que nous allons faire appel à d'autres pays et à la France pour sécuriser cette frontière-là. Le 22 novembre 1970, nous nous sommes battus tout seuls contre l'agression portugaise. En 2000, nous nous sommes battus tout seuls et nous avons gagné contre les agressions des mercenaires qui voulaient prendre la Guinée. Nous avons gagné. Nous avons aidé dans la lutte contre les terroristes partout dans le monde. Donc, c'est ridicule, je dis une fois encore, de chercher à créer la confusion dans la tête du monde en disant que la France et la Guinée vont déployer des troupes sécuritaires. Je le dément et l'ambassadeur de France est ici. Et je pense qu'il va le démentir aussi. Monsieur le ministre, merci. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je voudrais simplement souscrire à 100%, même à 1000% à vos propos. Ce sujet n'est pas un sujet. Et je m'étonne de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Et pendant ce temps, le ministre des Mines et de la Géologie s'entretient avec les responsables de la Chambre des mines de Guinée. La rencontre a porté sur l'application des instructions du Premier ministre qui, en date du 30 août, a rassuré les sociétés minières quant à la volonté du gouvernement à garantir le climat des affaires. Moussa Komara, compte rendu. Pour cette énième rencontre qui a duré plus d'une heure, le ministre des Mines a bien voulu rassurer les opérateurs miniers de la volonté du gouvernement à protéger les investissements dans ce secteur important. C'était un rappel des différents textes du Code minier et surtout la totale détermination de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement à continuer d'accompagner les opérateurs miniers dans la sécurisation de leurs investissements, leurs biens, leur personnel, aussi bien étrangers que nationaux, sur leur site minier. Cette réunion est l'occasion pour les responsables de la Chambre des mines de décliner toutes leurs préoccupations. Nous avons récapitulé un certain nombre de problèmes auxquels nos entreprises sont confrontées dans la conduite de leurs opérations sur le terrain, que ce soit en phase d'exploration ou en phase de développement ou de commercialisation. Donc ces problèmes-là ont été récapitulés et passés au peigne fin avec M. le ministre des Mines et de la Géologie aujourd'hui. C'est un homme pratique, c'est un homme de métier et un homme d'expérience et qui également, du fait qu'il a un profil d'ingénieur, a des approches très systématiques pour la résolution des problèmes. La lourdeur administrative dans la délivrance des listes minières et l'envahissement des permis miniers ne sont pas aussi occultés. Les campagnes de prévention des conflits sont en marche, rassure Moussa Magasouba. Il espère l'implication de toutes les parties prenantes pour résoudre ces problèmes afin que le secteur minier continue de jouer son rôle de premier plan dans l'économie guinéenne. Lancement ce lundi de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques 2022. Le navire général Lansana Conté servira de cadre pour abriter la mission pendant 20 jours. La suite dans ce reportage de Makeme Donzo. Cette campagne d'évaluation des ressources halieutiques doit couvrir tout le littoral national, de la frontière maritime de la Sierra Leone en passant par celle de la Guinée-Bissau. 300 km seront parcourus en 20 jours. La priorité, c'est la recherche et pour déterminer la biomasse qu'on va traduire en nombre de navires à aligner dans l'année. Et donc, il est important pour nous de commencer par ça, puisque nous rentrons dans la fin de l'année. Pour pouvoir travailler sur le plan de pêche 2023, il nous faut absolument faire une évaluation des ressources pour savoir quelle
quelles sont les quantités qui seront disponibles et quelles sont les espèces qui seront disponibles pour l'année prochaine, afin qu'on puisse consigner ça dans le plan de pêche qui sera établi pour 2023. Après ce marathon de près d'un mois, un premier rapport sera présenté par les missionnaires. Ce rapport permettra au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime de relancer les travaux du plan de pêche 2023. Cette campagne est spécialement démersale. Ça vise seulement les poissons et les poissons démersaux qui vivent au fond et les céphalopodes. Ça nous permet de connaître réellement ce qui se passe au fond du riz, estimer la quantité de poissons. Pour cette année, l'équipage de la campagne d'évaluation est de 29 personnes. Leur rapport permettra à l'équipe de Charlotte Daffé de prendre des dispositions nécessaires pour la préservation des ressources halieutiques. Et pour améliorer les mécanismes de prévention et de sauvegarde de la vie humaine en mer, les acteurs des secteurs portuaires et maritimes se professionnalisent dans la conduite des enquêtes après les accidents en haute mer. Cette session de renforcement de capacité vient aider la Guinée à se conformer aux exigences de l'Organisation maritime internationale. Fodé Camara. Incendie, naufrage, collision, très imprévisibles, ces événements de mer sont susceptibles de polluer le milieu marin et de provoquer des dégâts matériels importants et surtout des pertes en vie humaine. Les enjeux sont toujours les pertes de vie humaine. Donc ça, c'est l'objectif. C'est vraiment la chose la plus importante. Perte totale des navires, perte de vie humaine, pollution grave. Ça, c'est vraiment l'objectif que l'OMI essaye de réduire au maximum. Parce que, à part la perte de vie, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus important. Donc, plus on peut réduire, mieux c'est. Et plus on peut assister les États à réduire cela, mieux c'est. Pour réaliser les enquêtes après les accidents de mer, ces acteurs des ministères des Transports, de l'économie maritime et de l'environnement sont confrontés à des difficultés, des contraintes liées à la méconnaissance des règles et des procédures, l'insuffisance des moyens techniques et le manque de coordination et d'expertise. Des insuffisances à corriger pour prévenir afin de réduire les accidents de mer. Quand l'accident se produit, il faut établir les responsabilités. Il faut savoir quelles sont les causes de l'accident. Une fois que ces causes sont établies, il faut faire des recommandations pour que de tels événements ne se reproduisent plus. C'est ça l'enjeu majeur. C'est de faire en sorte de rebondir sur l'incident, tirer les enseignements sur l'accident qui s'est produit pour améliorer éventuellement les lacunes qu'on a pu identifier afin qu'à l'avenir, on puisse éviter ces accidents et sauver des vies humaines. Pour adopter une méthodologie respectueuse des bonnes pratiques, la Guinée bénéficie de l'appui de l'Organisation maritime internationale. Ceci pour professionnaliser ces acteurs des secteurs portuaires, maritimes et miniers. Naturellement, on a vécu ces derniers temps des cas d'accidents très graves de mer qui ont emporté des vies humaines. Et malheureusement, on n'était pas outillé pour mener des enquêtes sérieuses et solides pour situer les responsabilités de façon à faire en sorte que ce genre d'accident ne se répète pas. Voilà maintenant que la Direction nationale de la marine marchande a approché l'Organisation maritime internationale qui a accepté d'organiser ce séminaire-là de façon à permettre d'outiller nos agents de capacité, de renforcer les capacités pour mener ce genre d'exercice, notamment les enquêtes après accident de mer. Donc voilà, c'est un ensemble d'outils qui vont mettre à la disposition de nos cadres ici pendant 10 jours pour apprendre à connaître les conventions internationales, les normes obligatoires. Très impliqué dans la coordination de l'action de l'État en mer, la préfecture maritime participe à ces travaux dont l'enjeu est d'harmoniser les compétences grâce à l'expertise des spécialistes en sauvetage maritime, en investigation et en gestion des catastrophes. Dans l'actualité toujours, le service de contrôle de qualité et celui du conditionnement des produits agricoles travaillent sur l'élaboration d'un plan stratégique sur les 3 prochaines années. L'aboutissement de ce travail permettra de réduire les écarts entre les genres en matière de productivité agricole et commerciale. Abdul Karim Kamara, reportage.
En Guinée, selon les statistiques, les disparités entre les genres sont considérables dans la productivité agricole et commerciale. Les entreprises tenues par les femmes ont du mal à s'épanouir. De ce constat est né le projet Sea Trades visant à réduire ces écarts, une initiative du Centre du commerce international. On a remarqué qu'avec le changement de gouvernement, les nouveaux représentants qui sont là ont des difficultés dans la rédaction de leurs plans stratégiques. On espère vraiment qu'il y aura des services dans ces plans d'action qui sera là pour aider les femmes agricultrices à améliorer leurs conditions de vie. Dénommé Sea Trades Afrique de l'Ouest, le projet appuie les services guinéens de contrôle de qualité et de conditionnement des produits agricoles. Objectif, aider ces structures étatiques à développer des solutions stratégiques adaptées à la réalité des femmes. Pour le moment, nous sommes en train d'élaborer les bases de service, mais cette stratégie va nous permettre de mener des actions plus concrètes sur le terrain. Grâce à eux, on pourra avoir un chemin plus clair sur ce qu'on veut faire au cours des prochaines années. C'est vrai que nous sommes en train de mettre en place une administration vraiment forte au niveau de l'Office national de contrôle de qualité. Il était important d'avoir aussi un plan stratégique pour éviter la gestion de pilotage à vous et d'aller vers une démarche cohérente et participative de planification stratégique basée sur les résultats. Pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, l'initiative cadre avec les réformes d'adaptation à la refondation de l'État. La refondation de l'État voulue par le colonel Mamadi Doumbouya se traduit par une organisation structurelle de l'ONCQ en vue d'atteindre ses objectifs qui sont de faire en sorte que l'ensemble des produits qui sont mis à la disposition des populations en Guinée soient des produits de qualité. En Guinée, les bénéficiaires de Sea Trades sont les femmes qui évoluent dans la chaîne de valeur commerciale anacarde, karité et manioc. En plus de la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone sont aussi concernés par le projet en Afrique de l'Ouest. Nous poursuivons cette édition. Plusieurs jeunes entrepreneurs et diplômés sans emploi bénéficient d'une formation sur la logistique urbaine. Cette séance de renforcement de capacité pilotée par le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes s'est déroulée à Dubreka. Moussa Bangora. Au compte du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes, l'Union européenne et le Centre du commerce international se donnent la main pour promouvoir les métiers de la logistique urbaine et de la livraison. Dans ces secteurs générateurs de revenus, des jeunes leaders et des étudiants diplômés sans emploi renforcent leurs aptitudes. C'est une filière génératrice d'activités de revenus, génératrice de revenus pour les jeunes. Donc c'est d'être là, essayer d'avoir des projets innovants en faveur d'une logistique urbaine, notamment sur la livraison du dernier kilomètre. Et aussi, c'est de s'organiser en des masterminds pour voir comment est-ce qu'ils pourront mettre en place au niveau de leur ville des projets bancables pour qui leur permettront vraiment de s'auto-employer et d'employer d'autres jeunes. Cette initiative de promotion de l'auto-emploi regroupe une cinquantaine de jeunes entrepreneurs. Il s'agit de donner le maximum de connaissances à ces porteurs de projets en vue de leur permettre d'exercer des activités comme le transport et la livraison, une manière de freiner l'immigration irrégulière. Nous sommes très contents et une telle formation, ça permet ici aux jeunes de se prendre en charge. Ça permet ici de régler un certain nombre de problématiques juvéniles au sein de la commune urbaine de Dubreka, puisque dorénavant, à l'issue de cette formation, les jeunes de Dubreka, de toute activité confondue, ils pourront affronter le marché de l'emploi. Avec la formation que nous avons suivie ici avec pour thème la logistique urbaine, c'était la première fois pour moi. Donc j'ai acquis non seulement ici des connaissances, mais à travers ici les connaissances acquises, je pense que cela me permettra de me lancer ici dans l'entrepreneuriat. En guise d'accompagnement, des sacs isothermes ont été distribués. Désormais, à Dubreka, ces jeunes seront de véritables champions dans le domaine de la livraison et de l'équipement. Et puis 26 enfants en situation de handicap bénéficient d'un projet de formation et de prise en charge par la Fondation internationale Kierno et Mariam. Au terme de ce projet, les bénéficiaires ont reçu des attestations de formation. Yaya Silar.
C'est le projet d'émancipation des femmes et d'amélioration de la prise en charge socio-éducative des enfants en situation de handicap à Conakry qui prend fin. Il est initié et exécuté par la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima. Ce que nous avons fait, c'est d'abord de former ces femmes sur leurs droits, les droits fondamentaux, ensuite de les former sur la microgestion et enfin de mettre en place avec elles, de développer des activités génératrices de revenus afin qu'elles aient une autonomie financière qui leur permet de s'occuper non seulement de leurs enfants en situation de handicap, mais aussi de toute leur famille. Avec le programme clé financé par Affaires mondiales Canada, le projet a pris en charge 30 enfants en situation de handicap afin de bénéficier d'une meilleure éducation spécialisée. Nous avons une centaine d'enfants qui bénéficient de soins en éducation spécialisée pour les soins paramédicaux aussi. Mais à chaque fois, nous remarquions qu'il y avait des femmes qui venaient à chaque fois se plaindre pour dire « Ah, on n'arrive pas à subvenir aux besoins de l'enfant, on n'arrive même pas à avoir le transport pour faire venir les enfants au centre ». Donc on essayait à chaque fois de chercher des parrains pour les enfants, mais il se trouvait que même s'il y avait des parrains qui prenaient en charge les frais de scolarisation, mais aussi des soins paramédicaux, il n'y avait pas malheureusement parfois même le transport pour venir pour les soins. Nous, au niveau du programme clé et effectivement donc le bailleur qui est Affaires mondiales Canada, nous sommes quand même satisfaits parce que notre objectif c'est de contribuer au bien-être des personnes vulnérables, les personnes les plus marginalisées. Donc voir aujourd'hui à la clôture de ce projet-là des femmes, voir le résultat de ce qu'elles ont produit grâce à la contribution donc financière de Affaires mondiales Canada, mais aussi au travail de Fitima, c'est sûr et certain que nous sommes satisfaits à plus d'un titre. Le témoignage des femmes récipiendaires illustre bien l'importance de cet appui de Fitima et son partenaire clé. À ce jour, plusieurs d'entre elles, mères des enfants en situation de handicap, parviennent à constituer une épargne à réinvestir ou pour faire face aux cas de force majeure. Dans le volet humanitaire, toujours des fournitures scolaires sont offertes aux 182 élèves pensionnaires de l'école des sourds-muets de Boulbiné. Ce geste du Lions Club International vise à soulager les parents d'élèves en cette rentrée scolaire. Mamadi Terna Kemsoko nous fait le point. À l'école des sourds-muets de Boulbiné, la nouvelle année scolaire peut enfin démarrer en toute sérénité. Le Lions Club décharge les parents d'élèves du paiement des frais de fourniture scolaire. Cette année, chacun des 182 élèves pensionnaires de cet établissement public reçoit un kit complet pour ses études. Cette année, nous avons décidé, en plus de leur donner des fournitures scolaires, de prendre contact avec la direction pour évaluer le nombre d'enfants qu'ils ont et évaluer le besoin par enfant et doter l'école conséquemment. De telle sorte que pour l'année scolaire 2022-2023, aucun parent d'élève n'ait à donner une seule fourniture pour son enfant qui est pensionnaire de l'école des sourds-muets. Ce don de fourniture scolaire est accompagné d'octroi d'un mini-centre informatique à l'école. Pour les bénéficiaires, c'est le soulagement. Je suis vraiment à l'aise. Ça peut aider les enseignants à démarrer les cours au bon moment aussi. Ça soulage aussi les parents d'élèves qui n'ont pas de moyens, pour pouvoir subvenir à l'achat des fournitures scolaires. Donc le ministère ne peut que se réjouir et remercier Lions Club qui n'est pas, je rappelle, à son premier geste, qui a toujours apporté son soutien à cet établissement. Donc on ne peut que se réjouir vraiment et de les remercier parce qu'ils nous accompagnent tout le temps dans beaucoup de domaines. Créé en 1917, le Lions Club International apporte un service local humanitaire à ceux qui sont dans le besoin. Elle regroupe à ce jour 50 000 clubs dans 200 pays à travers le monde, dont la Guinée. Intéressons-nous à présent à la société pétrolière Kamsar Petroleum qui a changé de nom il y a quelques jours, son nom et son identité visuelle. Ces deux changements majeurs sont motivés par la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise qui vise à devenir l'un des développeurs et fournisseurs leaders de solutions énergétiques en République de Guinée. Compte rendu Kernos Manba.
pour soutenir davantage le développement socio-économique de la Guinée en contribuant à faciliter l'accès aux énergies renouvelables, Kamsar Petroleum annonce intégrer désormais cette préoccupation dans son agenda. Nous voulons saisir les opportunités que nous offrent toutes les mutations dans le monde. Nous sommes à l'heure d'une économie qui préserve le cadre de vie, donc innovante. Par exemple, les énergies renouvelables, qui sont devenues incontournables aujourd'hui, qui nous interpellent tous, sont de nos priorités dans la prochaine étape à franchir. Nous souhaitons nous impliquer durablement dans la fourniture de solutions énergétiques en République de Guinée. En plus de notre activité principale, qui consiste à fournir des produits pétroliers de qualité aux acteurs économiques et au grand public, cette nouvelle orientation est en parfait accord avec l'objectif 7 de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Les investissements dans l'accès aux énergies renouvelables envisagés vont aussi permettre de créer de nouveaux emplois, ajoutés à ceux existants dans le volet hydrocarbures de Kamsar Petroleum. Une nouvelle étape dans la vie de la société qui change du coup d'identité visuelle et d'appellation et devient désormais KP. Une goutte évoquant le pétrole situé dans le P du logo vient quant à elle discrètement rappeler l'activité initiale de la société. Souhaitant être fidèle à nos origines, la nouvelle identité visuelle de KP reprend les symboles présents dans la précédente. En plus du orange, le gris vient s'ajouter et symboliser les différents carburants commercialisés. Nous retrouvons également le Nimba, symbole traditionnel du peuple Baga, issu de la région de la Basse-Côte où l'aventure KP a débuté. Symbole de l'engagement de la jeunesse guinéenne dans l'entrepreneuriat, KP compte s'investir pour offrir plus d'opportunités d'insertion aux jeunes, tout en jouant désormais un rôle important dans la transition énergétique en Guinée. À Kaloum, clôture du tournoi de football doté du trophée Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État. Cette première édition a regroupé 12 équipes de la commune. C'est une initiative de l'association des jeunes et amis pour l'émergence de Boulbéné. Adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. La jeunesse de Boulbéné, quartier présidentiel, s'engage à accompagner la transition et exprime sa totale adhésion aux idéaux du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Dans son plan d'action, une mosaïque d'activités socio-culturelles et sportives. À travers l'association des jeunes et amis pour l'émergence des Boulbénais, cette dynamique jeunesse vient d'organiser un tournoi de football doté du trophée Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. La finale de cette première édition s'est jouée ce lundi. Elle a opposé l'équipe de Boulbéné 1 à celle de Boulbéné 3 en jaune. Durant un mois, l'association des jeunes et amis pour l'émergence des Boulbénais a réussi à mettre les 12 équipes de Kaloum autour d'un idéal pour permettre et de cultiver la paix et la cohésion sociale. Il est lieu de remercier les personnes de près ou de loin qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vais nommer le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, le chef suprême. C'est un joie pour nous voir nos jeunesses de quartier boulbénais organiser ce tournoi du nom du colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont commencé par la lecture du Coran dans notre mosquée pour implorer Dieu. Donc on demande aujourd'hui que cette prière encore accompagne le couple aussi. Nous demandons à toute la jeunesse guinéenne pour que la transition se passe dans la paix. Cette finale a connu une forte mobilisation de la jeunesse de Kaloum et d'éminentes personnalités venues encourager l'initiative de l'association des jeunes et amis pour l'émergence des Boulbénais. Une occasion mise à profit pour lancer un appel fraternel à la jeunesse et à la population d'œuvrer à renforcer la cohésion sociale et la paix en Guinée. Je suis plus que ému. Tout ce qui concerne la jeunesse, c'est l'avenir. Ça veut dire que la transition a emprunté le meilleur chemin parce que quand on arrive à convaincre les jeunes et les femmes,
ça veut dire que tout va bien. C'est qu'un art qui rassemble tout le monde, sans couleur, sans distinction de race, d'ethnie. Tout le monde est ensemble. C'est une reconnaissance par rapport au bienfait du président de la République depuis le début de cette transition, tout le travail qu'il est en train de faire. Et la jeunesse de Kaloum se rend aujourd'hui compte de cela. Je pense que c'est cet exemple il faudrait démultiplier. 12 équipes toutes venues des différents quartiers de Kaloum ont pris part à ce tournoi de football qui a duré 4 semaines. C'est l'équipe de Boulbinet 1 qui a remporté la finale de cette première édition aux épreuves des tirs au but, 2-1. La cérémonie a pris fin par la remise du trophée à l'équipe victorieuse. Hier, je vous le disais en page noire, notre secrétaire général de rédaction du journal Parler de la radio Guinée, l'âge Mamadou Bassouma Tessema, a tiré sa révérence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Meurtri par cette disparition brutale, le directeur général de la RTG, en compagnie des amis et collaborateurs du défunt, s'est rendu à son domicile pour présenter au nom de la délégation et en son propre nom les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Marwan Kamara nous fait le point. La mort a encore frappé à la RTG. El Haj Mamadou Bassouma, connu sous le nom Tessema, est décédé lundi soir à l'hôpital sino-guinéen des suites des maladies. Une perte énorme, une triste nouvelle qui tombe comme un coup péré dans sa famille biologique, mais aussi au sein de la presse nationale. Mamadou Bassouma Tessema était un baobab pour la famille. Il n'est pas indispensable, mais il était nécessaire. Alors aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. On ne dira pas qu'on n'aura pas un autre comme lui, mais à l'instant, il faut qu'on prie à Dieu qu'on gagne un autre qui va accomplir les mêmes activités, les mêmes devoirs que Tessema dans l'intérêt de la famille. Je n'aurai plus mon papa sur cette terre. Je ne peux que prier Allah pour son repos et qu'il l'accompagne dans son paradis éternel. Je remercie tout le monde, surtout la RTG. Mamadou Bassouma Tessema était l'emblématique secrétaire général de la rédaction du journal Parler de Radio Guinée. À l'annonce de cette triste nouvelle, l'ensemble des travailleurs de la direction générale se sont fortement mobilisés pour présenter à sa famille les condoléances les plus attristées. C'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer, qui nous a marqué par sa force, sa disponibilité à toute épreuve. Il était taillable et corvéable, toujours là à la RTG, toujours là pour tout le monde. Nous, il nous a vu venir, il nous a servi d'encadreur, il nous a servi de confident, de conseiller, d'amis. Et les plus jeunes arrivaient même à plaisanter avec lui. Je retiens que c'était une pièce maîtresse du journal Parler. C'est lui qui était là, nuit et jour. Même quand il y a des conflits, quand il y a des mouvements, nuit et jour, Tessema était là, il était disponible, il était pondéré, modéré. Et vraiment, c'est vraiment une pièce maîtresse. C'est un modèle de professionnalisme et de disponibilité. Sincèrement, on est très très bouleversés ce matin. Connu pour son dévouement professionnel et son dynamisme, le doyen Tessema est arrivé à la RTG dans les années 80. Il aura servi la maison avec passion jusqu'à son dernier souffle. Il nous quitte en laissant une veuve et une fille. Son enterrement est prévu demain mercredi à Bintimodia, son village natal d'Amboké. Paix à l'âme du défunt. Amin. C'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à demain.